Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux offres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Et aujourd'hui, on entre dans la tête de gens très peu recommandables, 12 euphémismes pour vous annoncer qu'on s'intéresse aux serial killers, aux tueurs en série quoi, et à ceux qui les traquent. Elles ne traquent que les dinosaures et les Spice Girls. Perrine Kenson, bonjour. Salut Charline. Et lui, je le soupçonne d'avoir quelques cadavres planqués dans son placard, mais bon, on n'en parlera pas ici. J'ai validé tout de quoi vous parlez. Une équipe d'experts à votre service. Fin des années 70 au FBI, avec l'aide de la psychologue Wendy Carr, les agents Holden Ford et Bill Tench vont s'entretenir avec plusieurs tueurs en série et tenter de cerner la personnalité de nombreux meurtriers afin de résoudre des affaires et éventuellement de poser les bases du profilage. Ils reviennent tous en saison 2. January 1974. They just moved in 2 months prior. My partner and I were first on the scene. He was feeling for a light when something bumped him. That's when we found the little girl hanging from this pipe. Jesus. I found someone to take over who will be very good for the BSU. He wants to expand the unit, and he intends to make our approach practice. Tell me, who's the one you want more than anything? Manson. I'll get you Manson. This is $100,000, and it's all yours if you help us identify the persons behind the murders of our children in Atlanta. Another child reported missing in Atlanta. I'm sending you both. I want you there for the duration. So all these children, one killer? I believe that to be the case. It's statistically rare for serial killers to cross racial lines. It's also statistically significant that the Klan kills black people. You get him out of there. If he blows this, Gunn will rethink his investment. I'm asking you as the leader of your department. What did Holden say that so offended the city? We need to stay focused. If you're distracted... I have some things to deal with at home. It's personal. She had someone else's underwear stuffed down her throat. It's 10:30. Do you know where your children are? This is one predator. What if you're wrong? I'm not. You arrogant, self-serving twerp. We can't have tunnel vision, Holden. What evidence is there to suspect the Klan? Son, we've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence? One more thing. Manson is small. Like really small. Try not to stare. J'ai peur. La crise d'angoisse, sortez-moi de ce trailer. Je vais me tailler les veines. Il est quand même extrêmement bien fait et il marche extrêmement bien uniquement à l'audio également. Donc oui. ça qu'on se permet de le laisser. Tout est horrible. Une série créée par Joe Penhall, produite et partiellement réalisée par David Fincher et Charlize Theron pour la prod, pas la réelle bien sûr, diffusée sur Netflix. Nous nous engageons ici même à ne rien spoiler de l'intrigue de la saison 2, enfin un peu mais pas trop, et surtout à ne pas dire que Jonathan Groff ressemble à... Je n'en peux plus. On arrête, ça suffit, on s'y engage, on ne le dit pas, ça n'existe pas. On a vu passer le même tous là. Ah là là. Mais autant qu'on le sorte maintenant, voilà. En plus, mais c'est tout. C'est absolument faux. Alors pour avoir rencontré Jonathan Groff en vrai, pour avoir rencontré le président, rien à voir. Je suis assez d'accord. Alors on avait laissé l'agent Ford en petite forme après un gros câlin d'Ed Camper. On reprend au même endroit. Une bonne crise de panique. Bonne grosse crise de panique. Est-ce que cette saison 2 vous a happé dès le début? Happé? Je vois pas qui peut dire non en fait. Ben non, mais on en discutait légèrement avant en antenne, mais c'est vrai que happé c'est le mot, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu presque... Comme les gens sur l'autoroute, peut-être qui s'arrêtent près des accidents, j'en sais rien, mais il y a un truc un peu où on commence la saison et on a du mal à dire stop. C'est toujours le fameux non mais c'est bon, le prochain épisode ça va, j'ai eu ma dose. Et en fait pas du tout. Et en même temps il y a un vrai malaise permanent qui se crée pendant. Mais ce qui était déjà dans la saison 1, c'est pas nouveau à ce niveau-là. La mise en scène, notamment insufflée par Fincher, fait qu'on a ce truc de stress, même quand il s'agit juste d'une sorte d'interview interrogatoire dans une voiture. On est en PLS et en claustrophobie totale. Donc on est quand même pas bien, mais on en redemande, ce qui est quand même assez étrange comme sensation. Et je trouve que cette saison 2 est presque encore plus forte que la première en fait, en réalité. Oui, je pensais pas que j'étais aussi maso. Parce que je déteste les séries. J'en peux plus les serial killers. Ça me sort par le cul. Je veux plus en voir. J'ai l'impression de regarder des très mauvais épisodes d'Esprit criminel en permanence. Aujourd'hui, il y a quasiment plus que ça à la télévision. C'est un vrai souci. Et je me dis encore quoi. En plus, mais
au départ, surtout pour la première saison, on se disait bon, Fincher connaît son sujet, et en plus c'est intéressant de voir quelqu'un qui a fait son beurre avec des psychopathes et des serial killers se pencher sur la création des premiers mecs qui se sont un peu interrogés sur la psyché de ces garçons-là, parce que c'est donc l'adaptation d'un bouquin, beaucoup les deux mecs qui ont vraiment créé ce département au FBI, qui ont écrit un livre pour expliquer comment ils avaient fait à tâtons justement, et c'est ce que raconte un peu donc la série. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette saison 2, c'est que autant effectivement on rentrait dans la promesse du titre de Mindhunter dans la première saison, là on continue à le faire. Il y a encore des interrogatoires avec des serial killers qui sont maintenant devenus des légendes. Mais ouais, c'est ça qui est de fou. Sam, voilà, des rostas. Il y a des rostas. Alors le fils de Sam, quand même, faut bien dire, le Berkowitz, là, c'est un cauchemar, le comédien. Hein. Exactement. Un cauchemar dans le sens, il joue tellement bien que. Il était très bien en Projet X, ce comédien, d'ailleurs, je tiens à le dire. Et là, cette fois, le mal, on va aussi voir comment, en fait, le fait de le fréquenter. En fin de compte, vous l'embarquez avec vous un petit morceau et qui finalement vous l'amenez dans vos vies privées en fait. Ça c'est vraiment fascinant et ça pose aussi le spectateur devant sa responsabilité. Qu'est-ce qui nous fascine autant chez ces gens-là ? Dans l'épisode 2, il y a une conversation absolument géniale autour d'un barbecue entre la famille de Tench, de Bill. Et de Bill et donc et les collègues de madame et plus ou moins les collègues de madame. Un petit barbecue. Et en fait, les voisins qui bombardent de questions cet agent du FBI, en fait, c'est nous. C'est qu'est-ce qui nous fascine ? Pourquoi on est aussi fasciné par les serial killers ? Pourquoi on aime regarder le mal dans les yeux? Pourquoi on va le voir au cinéma chez Tarantino? Qu'est-ce qui nous fascine autant là-dedans? Et c'est ce que fait cette saison 2 et de manière assez magistrale. Les personnages qui étaient déjà très bien posés dans la saison 1 prennent une épaisseur supplémentaire, je trouve, dans la saison 2. En particulier Tench, en fait. C'est-à-dire que la saison 1 était vraiment autour de Holden. Et justement, tu parlais de cette idée du mal qui vient nous contaminer. Et c'était toute la saison 1 sur Holden. C'est-à-dire ce type qui est quand même déjà, border... il n'est pas très sympathique en plus. Il est très renfermé, il est très dans son intellect. Enfin, c'est quelqu'un on a du mal à communiquer avec lui. Donc, il est peu agréable comme garçon, mais en plus, il y a ce mal qui va le contaminer. Et ça va contaminer, on le voyait à travers sa relation amoureuse avec la jeune fille qu'il fréquentait. Et donc là, on passe complètement à lui et un peu en sous-régime dans cette saison, et on est vraiment sur Tench. Et moi, je trouve ça passionnant d'aller sur Tench, qui est une espèce de personnage plutôt jovial, plutôt dans le concret, plutôt dans le réel. C'est quelqu'un qui est vraiment très archétype de l'American Way of Life. Complètement, qui est content, enfin qui est bon en société, qui voilà, c'est l'archétype du cartésien. Cartésien. C'est un peu le Mulder de. Non mais c'est-à-dire qu'il y en a un peu le Mulder, et tandis que l'autre c'était un petit peu le personnage justement d'Esprit criminel qui était joué par Matthew Gobler. Enfin voilà, on a de ces deux personnages qui sont des stéréotypes. Et là d'un seul coup de s'intéresser à sa vie privée et comment finalement le mal, c'est même pas tant lui qui rapporte le mal que le mal vient s'intégrer au sein même de son foyer, et qu'on se pose des questions. Est-ce qu'à un moment donné on va se poser la question de d'où viennent l'origine des serial killers? Est-ce qu'on peut remonter très très loin? Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à l'enfance? Enfin, on sait vraiment se poser des questions. Je trouve que la série en permanence ouvre des portes on sait que chaque saison va les ouvrir un petit peu plus. On avait cette première saison sur comment on crée une méthodologie, et donc à tâtons, etc., et comment on la crée. Et la deuxième, c'est comment on l'applique. Parce que là, il y a deux cas pratiques absolument spectaculaires. Il y a l'enquête sur BTK. Sur BTK, celle qui est déjà en cours depuis le début, enfin qu'on nous tease depuis la première saison. L'étrangleur, et il y a un deuxième cas. Et il y a un deuxième cas qui se passe à Atlanta et qui est sur des meurtres d'enfants. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ces deux cas se juxtaposent totalement en fait dans la série. Et en fait, il y a quelque chose. La question du racisme américain et de la différence entre de traitement entre ces communautés blanches et afro-américaines. Elle est vraiment bien magistralement prouvée là dans la série. C'est assez passionnant. Moi, ce qui m'étonne en fait, c'est de pouvoir regarder une série qui est lente, où il ne se passe pas grand-chose. C'est une série qui est très bavarde en fait. C'est beaucoup de gens assis qui parlent. Quoi. Et là, c'est là qu'il faut être quelqu'un d'assez doué dans l'écriture et dans la gestion des personnages pour pouvoir faire exister cette série-là, parce que in fine, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas d'enquête, on course pas les mecs pour les choper. Non. Ils sont déjà chopés de toute façon. En fait, on arrive après. L'histoire, elle est déjà écrite de la plupart de ces serial killers. En fait, ils sont déjà en tôle, ils sont déjà condamnés. Quand on va à leur rencontre, en fait, on vient chercher autre chose et on vient essayer de comprendre.
Et la promesse de la série, c'est vraiment pas une série qu'on pourrait voir sur un network traditionnel américain, non. Parce que justement, il n'y a pas du rendez-vous, parce qu'on te happe pas en disant voilà, il faut absolument qu'il se passe un truc à la fin pour que tu regardes l'épisode d'après. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'être dans une espèce de profondeur de série différente, avec un temps qui est propre à la série et qui est assez nouveau. Et alors, c'est vrai que l'esthétique fincherienne est absolument magnifique, ce qui est très étrange de dire ça pour une série qui parle de tueurs en série, mais surtout, ça marche aussi, c'est face à face, parce que, rappelons-le, ils ont une armée de comédiens absolument démente. Groff était très bien dans la première saison, je trouve qu'effectivement, dans celle-là, Holt McCallany, il faut quand même tirer notre chapeau, moi, tout ça. Il est fabuleux, ouais. Il est merveilleux, et puis, effectivement, cette galerie de tueurs en série, je ne sais pas où il allait les caster, mais c'est quand même... Puis d'aller jouer surtout sur la ressemblance, évidemment, parce que, alors bien sûr, il y a ce côté derrière, enfin, je sais pas, moi, en tout cas, dès que je regarde l'épisode, mon réflexe, c'est sortir le portable et commencer à Wikipédier. Bien sûr. Alors, Summer of Sam, à quoi ressemble-t-il ? Fait, exactement. Et donc d'aller comparer les personnages, et puis d'aller regarder derrière tout ce qu'ils ont fait, et ça me rend très. Enfin, j'ai un peu le haut le cœur à chaque fois, mais bon, il y a quand même, et c'est encore une fois cette histoire de fascination dont tu parlais. Après, je suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire du rythme, sur la saison 1, pour moi, était particulièrement lente, parce qu'elle n'était composée que pour le coup, d'entretien et très peu d'action. Puisqu'on était très peu dans l'histoire qui était en train d'arriver. Là, pour le coup, comme il y a des affaires en cours et qu'on suit et qu'on est quand même dans une temporalité, même si encore une fois, oui, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus lent que un esprit de. Enfin, je reste sur Esprit criminel, mais un épisode d'Esprit criminel, c'est beaucoup plus lent. Mais on est quand même d'un seul coup, on a une notion d'urgence, on a une notion un petit peu de faut arrêter ce type-là, faut arrêter maintenant. Et puis même toute l'histoire personnelle de Tench, d'un seul coup, crée aussi une tension autre qui crée finalement une forme, pas de cliffhanger, mais quand même on se demande ce qui va se passer. Donc je trouve qu'en fait en se renouvelant même sur les thématiques et sur les rythmes, ils sont très forts. Et puis on a l'esthétique toujours de Fincher. Je reviens sur cette interrogatoire. La scène de la voiture. La scène de la voiture qui est complètement folle. Qui est glaçante. Elle est glaçante, où le mal est partout sans qu'on le voit jamais. C'est quand même assez incroyable. Mais on a aussi Andrew Dominic derrière la caméra, qui est quand même loin d'être un manchot, qui avait fait Kogan, qui avait fait là j'ai un trou en tête sur ce qu'il avait fait, mais c'est un très gros réalisateur, Andrew Dominic. Et donc clairement ils savent non seulement avoir des comédiens ultra talentueux, je repense à celui qui fait Charles Manson, clairement dans la série, qui est le même que dans Once Upon a Time. Dans Tarantino il a un passage, c'est-à-dire il se balade et on voit sa tronche, on fait il est pas net. Et bon là clairement on voit il est pas net du tout, et c'est assez flippant parce qu'on a l'impression d'écouter un mec de développement personnel qui te raconte un truc et tu fais mais ça c'est bizarre ce que tu me dis. Mais bon voilà, c'est très intéressant. Et en même temps ils font appel à des réalisateurs ultra doués. Alors pour que ce soit moins abstrait, la scène d'interrogatoire dont on parle, en fait, il y a Tench et un de ses collègues qui vont interviewer un témoin, un des seuls témoins laissés par un des tueurs en série qui sont en train de traquer, qui est donc le petit frère d'une jeune fille qui a été assassinée. Et ils sont tous les deux assis à l'avant de la voiture et le gamin entre à l'arrière et le point n'est jamais fait sur le visage du gamin. C'est filmé tout ça dans les tons très fincheriens, voilà. Très bleu-gris. Et ce n'est que de la conversation, mais ça joue tellement bien et c'est tellement bien réalisé que la scène est absolument glaçante, alors qu'en réalité, il ne s'y passe pas grand-chose. C'est quand même le grand mérite de la série. L'aspect bavard de la série vous dérange pas ? Pas loin du monde, parce qu'il y a quand même une qualité... Il y a des séries sur lesquelles c'est très handicapant, en fait, je trouve. Ça sort du... Non, mais parce que c'est... En plus, il y a un talent de comédie vraiment fort chez eux. Il y a un rythme, il y a une façon de répondre qui est au tac au tac. En plus, on est dans des décors assez laids quand même tout le temps. Ah bah oui. C'est des prisons, quoi. Si on est au FBI, on est dans un basement quand même. Ouais. Si on est dehors, il fait toujours un peu dégueulasse. Effectivement, on est sur des tons un peu taupes, jaunâtres. Sinon, Suburbia, quand même un peu toujours. Clairement. Ouais. Et en fait, la série ne tient que par le verbe. Et c'est aussi ça qui est assez fascinant, en fait. C'est que, in fine, moi, j'ai pas forcément envie de voir des cadavres excessivement glauquissimement décapités, etc. Non. Et puis après tout, Fincher, je pense aussi qu'il se dit qu'il l'a déjà fait. C'est le réalisateur de Seven, il n'a pas besoin de refaire des choses grotesques, etc., qui sont en plus mal fait aujourd'hui ailleurs. Donc concrètement, on n'a pas besoin de voir ça, quoi. Non, puis il refait Zodiac d'une certaine façon. Il y avait cette même idée du dialogue permanent dans Zodiac, etc. Mais c'est vrai que on n'a pas besoin de voir les cadavres, parce qu'en fait, les récits, simplement, moi je me souviens de la saison 1 sur Ed Kemper qui raconte ce qu'il a fait à sa mère ou aux filles, ou l'autre qui a tué les infirmières. À chaque fois qu'on a le récit... Le monsieur des chaussures. Il y a aussi le monsieur des chaussures. Enfin, lui particulièrement, oh mon Dieu, le monsieur des chaussures. Et vous ne regarderez plus jamais vos escarpins de la même manière. J'en mets plus d'ailleurs. D'ailleurs, j'en mets plus. C'est trop dangereux pour les chevilles d'ailleurs. Mais mais en soi,
comme le récit suffit, il a tout compris, Fincher, c'est que montrer la monstration, ce n'est pas nécessaire. Puisque ce qui est encore plus fort que montrer, c'est l'imaginaire. C'est que d'un seul coup, il va faire confiance à son spectateur, il va faire totalement confiance à l'imaginaire de son spectateur. Et c'est ce qui nous rend encore plus mal à l'aise. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis capable d'imaginer ça. Je suis moi-même capable de le mettre en image. D'imaginer quand il y a besoin, parce qu'il y a des récits extrêmement circonstanciés, en fait, où d'un seul coup, c'est j'ai pas vu, mais alors qu'on me le raconte comme ça, merci, non merci. Cette promesse-là, elle existe dès le générique, parce que le générique, c'est quoi? C'est magnifique. C'est sublime. C'est vraiment un magnétophone qu'on est en train de manipuler pour le démarrer. Et en fait, avec des flashs de corps. Qui rappelle un peu d'ailleurs le générique de Seven, mais en fait, la promesse de la parole et que tout va tenir par le verbe, elle est présente dès le générique. Ouais. Et alors, il y a un aspect dont on sentait déjà les prémices en saison 1, c'est l'importance de la politique dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire la vie de bureau, ce qui s'y passe, à quoi cette cellule particulière qui était très décriée dans la saison 1 va devenir finalement une espèce d'outil, pas de pression, mais politique. Et c'est assez intéressant et finalement, c'est assez bien intégré et sans lourdeur au récit de la saison 2, ce qui peut ouvrir des portes encore... Ouais, le nouveau boss. Ouais, clairement, c'était aussi une façon de recréer un environnement qui changerait un peu comparé à la première saison. On n'a pas forcément envie de se cogner les mêmes personnages que dans la saison 1. Il y a aussi des temporalités qui sont et des personnages qui sont un peu plus explorés. Je pense au rôle de la psy, notamment sur sa sexualité. C'est assez intéressant de nous rappeler que, mine de rien, on n'est pas loin de Mad Men, en fait, concrètement, sur la considération et des femmes d'abord, et puis alors de l'homosexualité féminine. C'est-à-dire que concrètement, les stratégies qu'elle développe pour ne pas qu'on sache qu'elle est lesbienne et qu'elle puisse avoir bon, je vais pas trop spoiler, divulgacher, mais voilà, elle aura peut-être une nouvelle relation amoureuse dans cette série-là. C'est assez bien vu et ça nous renseigne sur l'époque et ça nous permet de prendre conscience aussi à quel point en fait, les choses ont évolué assez vite finalement. Je vais faire un léger aparté parce que justement le nouveau boss, moi j'étais absolument ravie, c'est un des acteurs de Fringe qui est une de mes séries absolument préférées, donc de voir Anna Torv et l'acteur dont malheureusement j'avais plus le nom à l'instant T, mais qui joue le nouveau patron, c'est une mini réunion Fringe. Moi j'étais absolument ravie, il y a un plan où il y a les deux, j'étais genre oui, enfin voilà, c'était super et puis d'un seul coup j'ai envie de tout m'en faire les 5 saisons. Mais c'est vrai que l'idée de la politique, en fait le background n'est jamais oublié en fait dans la série, parce qu'on parle de la politique au sein du FBI évidemment, qui était déjà sous-entendu dans la saison 1, on voyait bien que tout était objet de pression, objet politique, enfin il fallait pas trop déborder, il ne fallait pas sortir des cases parce que c'était problématique. Là on est sorti des cases, ça y est, et elles sont acceptées. Il y a toujours cette idée de créer des cases, que ce soit chez les serial killers ou au sein du FBI, il y a l'idée de créer des cases ou de sortir des cases ou de pas être dans les cases. C'est assez intéressant cette idée de préconception de la société. Mais et en même temps, il y a aussi tout le background sur la société. Donc tu parles de l'homosexualité de Wendy Carr, clairement, même si je pense que c'est un personnage qui se fait un peu passer à l'as encore une fois dans la saison 2, surtout vers la fin. Mais je pense que la saison 3, vu qu'on a à faire une saison, un personnage, moi j'y crois très fort sur une saison sur Wendy Carr, mais qui est un personnage assez fascinant. Et en même temps, il y a ce que tu as évoqué tout à l'heure qui est très vrai, c'est quand on parle des crimes à Atlanta, on ne peut pas oublier la question raciale. Et la question raciale est omniprésente, à quel point chaque geste, chaque interpellation, chaque tentative devient une tentative politique. Donc on va faire ce geste-là ou pas, ça devient dangereux parce que ça donne une interprétation à la fois économique de la ville, mais aussi une interprétation tout simplement sociale et j'ai envie de dire presque ethnologique de la ville. On est dans des problématiques où d'un seul coup, le crime ne peut pas être traité de manière bien et mal, puisqu'il est saupoudré de d'autres problématiques qui viennent gêner tout simplement le rendu de la justice. C'est assez fascinant. Et puis merci aussi la série qui se passe à la fin des années 70 et dont on nous le rappelle pas par des éléments gadgets toutes les 2 secondes en fait. Non, c'est assez bien vu. Un Rubik's. Oh non, voilà, c'est exactement. dégagé. De temps en temps, si on regarde, non, le look fait l'affaire. Hein. Ouais. Les costumes marrons. Les costumes marrons. Le marron de manière générale. Les intérieurs marrons, les costumes marrons. L'intérieur, tu vois Wendy Carr. De temps en temps, on a un écran d'ordinateur verdâtre en mode pré-trône, mais pour nous le rappeler, mais d'une manière effectivement pas très lourdingue. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend. Je pense même qu'il y a un effort d'essayer de rendre la série pas trop temporalisée, quoi, d'essayer de faire en sorte qu'elle puisse totalement être regardable aujourd'hui, etc. Parce que les thématiques sont toujours d'actualité, enfin pour certaines, et notamment sur les questions raciales, c'est toujours d'actualité. Et de toute façon, ça serait pas intéressant si la série nous parlait vraiment des années 70. Moi, je veux qu'elle me parle d'aujourd'hui, et concrètement, quand elle va sur ce terrain-là, et notamment sur les questions raciales. Qu'est-ce qu'un psychopathe et qu'est-ce qu'un sociopathe, c'est des questions qui marchent encore aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un président des États-Unis aussi, on pourrait poser la question. Mais en l'occurrence, sur la question raciale, ce qui est vraiment, il y a un moment donné
très tôt dans la saison, dont je ne vais pas trop divulgacher, mais il décide d'aller voir un détective privé qui connaît bien ces questions-là pour voir si potentiellement il n'y aurait pas un pattern, on va dire, et potentiellement un tueur en série à Atlanta. Et ce que va lui répondre ce détective est absolument passionnant. Ouais. C'est-à-dire que si vous cherchez, il dit, si vous cherchez un serial killer, c'est la pauvreté en fait. Là, et les arguments qu'il avance, ils sont indéniables concrètement. Et c'est vrai que ça, on se dit qu'à un moment donné, si vous voulez, la logique de peut-être passer sous silence certaines choses, c'est pour qu'il y ait un peu de boulot et que le dollar débarque et que peut-être effectivement il y aura un petit peu ça ira mieux pour ces gens-là et que c'est peut-être le premier mot auquel on doit s'attaquer. Et l'agent Holden, il est complètement submergé par ça. En fait, oui, effectivement, il y a plus d'emmerdes à tirer le fil aujourd'hui que peut-être que de laisser les choses telles qu'elles sont. Mais comment on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait et à quel niveau on peut le faire, quoi ? Et c'est aussi quand même surprenant que rafraîchissant de réaliser que finalement c'est une série qui s'attaque aux prémices de toutes les séries qui nous ont abreuvés par la suite, qui renouvelle le genre en fait. C'est-à-dire que le genre reprend un coup de fraîcheur grâce à un truc qui est presque de l'ordre du carbone 14. En fait, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pas si fréquent. Est-ce qu'il n'y a pas eu au bout d'un moment un peu la peur que toutes ces séries autour de tueurs en série, oh là là, disons que ça fait beaucoup de séries dans la même phrase, n'aient été un peu tuées, enfin que le genre a été un peu tué par les séries docu de type Making a Murderer, ce genre Moi, de je pense choses. qu'elles étaient déjà mortes avec des trucs comme Esprit criminel. Effectivement, je pense que si on foutait tous les épisodes d'Esprit criminel à la suite, il y a pas assez de serial killers aux États-unis. C'est tellement trash en réalité, Esprit criminel. Enfin, les cas sont quand même, c'est waouh. Mais c'est diffusé à 20h50 sur une grande chaîne française. Ouais, c'est fou. Donc c'est assez. Et encore, ça s'est calmé avec les saisons. Moi, je me souviens que les premières saisons étaient bien plus trash que, en vérité, les saisons qu'on suivi. Ils ont peut-être eu un petit mot d'ordre de calmez-vous sur les horreurs. Mais clairement, oui, je suis assez d'accord que. Puis même n'importe quel truc de TF1, je parle pas forcément de séries américaines, même dans les séries françaises, au bout d'un moment. Tu penses à Profilage ? Tu penses à Profilage ? Tu penses à Profilage, dis-le. Mais je pense à Profilage. Les témoins ? Mais je pense même aux émissions de France, les unitaires de France 3 qui sont une série, Les Meurtres A. Enfin, c'est quand même une série qui s'appelle Les Meurtres A. Et donc, le grand kiff, c'est Meurtre à Quiberon. Meurtre à Quiberon, Meurtre au Mont-Saint-Michel, Meurtre au fin fond de la Camargue. Enfin, et c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est quand même. C'est géographie et tueurs en série. C'est thématique. Exactement, entre Déraciné des ailes et les tueurs en série. Donc, il y a un truc où on a l'impression qu'on le met à toutes les sauces. Là, il y en avait un sur l'histoire de l'art. Il y avait tout un truc qui se passait avec Meurtre au musée. C'était quoi, Philharmonia ou un truc comme ça, je sais plus. Ce qui est assez passionnant, et je crois que c'est ce qu'essaye de nous expliquer David Fincher, c'est que en fait, les serial killers sont constitutifs de l'histoire américaine moderne, en fait, et que donc il y a quelque chose à chercher de l'âme des États-Unis dans cette façon. Comme pour les super-héros. C'est très étrange. Exactement. Et en fait, en même temps, ils se prennent pour des super-héros. Et c'est ce territoire si immense peut laisser faire ce genre de choses pendant des années parfois. Et donc, d'où l'intérêt de constituer un bureau au FBI pour pouvoir enquêter sur ces questions-là. Mais on se dit, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la psyché américaine qui s'explique là. Et en plus, quand on sait que ces gens-là deviennent des super-héros, nous fascine effectivement... se marient avec des femmes qui, elles, sont absolument des fangirls de ces gens-là. Ça en dit long de l'humanité et surtout de l'humanité de ce pays. Ouais. Vous vous souvenez de Profiler, la série ? Non, je suis la seule à... Non, vaguement. Mais je me souviens de Profiler. Qu'avait tenté ce truc-là aussi, mon sang. Mais ceci étant, les experts restent aussi une forme de dérivé de ces bases-là. Tous ces choses-là. Et c'est quand même, on en revient à l'idée que quand même, ce qui nous fascine le plus, c'est pas tant une série romantique ou quelque chose comme ça, que finalement de voir le mal, de le comprendre et de le punir surtout. On a l'idée quand même derrière, il y a une satisfaction, ce que n'apporte pas forcément Mindhunter justement. On n'est pas, même si la plupart des mecs qui sont interviewés sont en prison, donc ils sont techniquement punis, mais on a quand même cette fascination de regarder l'horreur, de la voir se faire, voir se commettre, et l'arrêter et de dire le bien a gagné à la fin, ou on a gagné à la fin, ou on n'est pas comme ces gens-là. Il y a quand même un truc où c'est quand même étonnant qu'il y ait autant d'une profusion dans tous les pays, parce que tu parles des États-Unis, mais moi ce que je trouve fabuleux, c'est que vraiment dans tous les pays, on n'a que des trucs de tueurs, majoritairement. Donc c'est quand même, il y a un truc, on a besoin de se rassurer d'une notion du bien et du mal. Est-ce que c'est une forme de manichéisme ambiant, ou est-ce que de se dire que moi je ne tombe pas dans cette partie-là de l'humanité. Enfin, je sais pas du tout quels sont les ressorts intérieurs. Faudrait
faudrait demander à un sociologue ou j'en sais rien, ou un psychanalyste ou un psychiatre. Mais pourquoi on est fasciné par ce mal, et ce qui est tout le sujet encore une fois de Mindhunter, pourquoi on est fasciné? Tu parlais des voisins dans Mindhunter, mais même déjà dans la saison 1, c'était tous les flics qui étaient fascinés par les histoires de serial killers. À chaque fois que le mec disait on a rencontré machin, il disait il est comment? Les flics en question, en fait, on se dit aussi quand même ils ont un intérêt à devoir les comprendre. Et c'est un peu l'idée de créer ce bureau-là, c'est de pouvoir un peu les aider à faire leur comment dirais-je, leur travail. Ouais. Là, par contre, chez les voisins, il y a un truc qui m'a, moi, réassis sur mon rôle de spectateur en me disant pourquoi je regarde ça? Pourquoi je fonce vers le dernier Tarantino? Pourquoi je suis fasciné par... Et surtout, j'aurais fait exactement la même chose à leur place. T'aurais demandé aussi à quoi il ressemble? Forcément, il y a un peu un truc un peu... Alors, pour voir votre degré de santé mentale, je vous demande une reco en termes avec... avec les tueurs en série. Une reco, tueur en série. Moi, on en a un petit peu parlé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi à quel point je pense que c'est un film assez cardinal dans l'œuvre de Fincher et qui dérive beaucoup dont Mindhunter dérive beaucoup, c'est Zodiac. Ouais. D'abord parce que c'est probablement le moment où cette esthétique fincherienne s'est fixée. Un peu, c'est-à-dire qu'avant on est sur d'autres couleurs, on est sur une autre façon de filmer, peut-être plus pop, etc. Il y a quelque chose qui a commencé à gagner en élégance, qui sera vraiment assommé dans peut-être The Social Network, etc. Mais c'est vert, un peu émeraude, c'est marron, un peu dégueulasse, etc. C'est là qu'il se fixe, et en plus je pense que c'est peut-être son meilleur film, et s'il y a un film à revoir, moi, je pense que c'est Zodiac, effectivement. Gone Girl, Gone Girl. Quand même. Perrine. Honnêtement, on a conspué Esprit criminel depuis le début, mais j'avoue que les premières saisons d'Esprit criminel, moi, ça marchait bien pour moi. Je regardais vraiment bien les premières saisons. Après, d'un seul coup, il y a quand même un effet de répétition énorme. Puis c'est pas terrible quand même. Mais les premières saisons étaient assez plutôt amusantes justement sur cette idée du profiling. En fait, d'un seul coup, on s'intéressait à la psyché et non pas juste aux moyens comme CSI qui étaient des moyens techniques. Là, on était sur la psyché, donc je trouvais ça plus intéressant. Mais après, si on veut plonger un petit peu plus loin et puis éviter de Wikipédia à chaque fois qu'on regarde Mindhunter, je recommanderais les livres de Stéphane Bourgoin, en fait, qui est un spécialiste des serial killers français. Enfin, pas français d'ailleurs, mais il est français lui, mais il est spécialiste des serial killers. Il a écrit toute une série de bouquins. Il a une petite boutique dans le 9e, si vous voulez. Et, à Paris, je précise. Oui, ils vendent des quiches. Ils vendent des quiches. Elles ont toutes des petits noms. Son of Sam, la Manson. Zodiac, la Manson. La Manson, c'est la spécialité. Francis Holm, en dessert. La courge. Non. Mais... on la coupera au montage, celle-là, franchement. Non, en soi, c'est vraiment... On avait dit pas les bébés. Mais celle-là, elle se congèle. Donc c'est ça qui est mal. Voilà. Personne n'allait y aller. On y va. Voilà, c'est fait. Et ben alors, je vais lancer le... C'est terminé pour aujourd'hui, Quentin. Merci Perrine Kenson, merci Romain Burel. Et nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours.